accuse le ministre de ne pas les avoir invités à l'univers salon. Et puis éducation, toujours, le bac technique a démarré ce lundi. 3446 candidats composent depuis ce matin. Le ministre de la formation professionnelle et technique a lancé le coup d'envoi, se rendant dans 2 centres. Et à l'international, pour terminer, les tensions entre Israël et l'Iran ont franchi un nouveau seuil après une série de bombardements israéliens visant des cibles stratégiques en Iran. Téhéran a répliqué avec une intensité sans précédent. Le bilan humain s'aggrave. De la fosse, il a encouragé les élèves et rappelé l'importance. 4 candidats qui étaient inscrits. Et parmi ces candidats-là, nous avons 57% de filles, à savoir 303 candidats, candidates du moins, donc qui sont des filles. Donc ce qui fait que bon, là aussi, les filles ont encore devancé plus ou moins les garçons. À cette occasion, le secrétaire général de l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye a lancé un appel aux autorités par rapport au faible taux d'enrôlement des apprenants vers les structures techniques. Donc, si l'on compare le nombre de candidats au bac technique 534, au nombre total de candidats au bac général 33 000 et quelques, ça ne fait même pas 2%. Pour dire que le nombre de candidats, le nombre d'élèves enrôlés dans les séries techniques est très faible au regard de la demande. Donc, il est important que l'on travaille à élargir l'accès à l'enseignement de la formation professionnelle pour satisfaire la forte demande. Je pense que là, les autorités sont conscientes de cette situation et déjà le lycée de Limamou est en chantier et ça dans ce cadre de l'élargissement de l'accès. Il y a d'autres initiatives que l'État est en train de prendre et je pense qu'à terme, nous pourrons satisfaire cette forte demande-là. Notons qu'au total, il y a 534 candidats pour ce bac technique 2025. Les filles ont encore battu le record de participation. Elles sont au nombre de 303, soit 54%. Et puis note d'éducation, toujours, Ziguinchor a accueilli la première édition du Forum des métiers du numérique et de l'économie sociale et solidaire. L'événement a mobilisé jeunes, femmes et acteurs institutionnels autour des enjeux de la formation, de l'insertion professionnelle et de l'innovation citoyenne. Une dynamique qui met sur le numérique le numérique comme levier d'opportunité pour une jeunesse en quête d'avenir. Un vent d'espoir souffle sur la jeunesse de Ziguinchor grâce à la première édition du Forum des métiers du numérique et de l'économie sociale et solidaire. Un rendez-vous inédit conçu pour ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes et aux femmes du sud du Sénégal, souvent confrontées au manque d'opportunités. La jeunesse de Ziguinchor, non seulement elle est volontaire, mais c'est une jeunesse engagée, de même que les femmes qui sont capables de grandes choses. La seule chose qui leur manquait, c'était un accompagnement, une formation. Donc partant de ce constat, j'ai initié Social Impact donc, pour les accompagner, les former dans les métiers du numérique, les accompagner également dans les innovations donc, citoyennes et l'engagement également pour promouvoir l'entrepreneuriat social. Une initiative qui mise sur l'engagement et la formation pour connecter la jeunesse aux opportunités de l'économie numérique et solidaire. Ce forum aujourd'hui vise un peu à promouvoir les métiers du numérique et à donner des opportunités à la jeunesse, donc leur prouver qu'il y a d'autres pistes à explorer, donc que ce soit dans le domaine du numérique tout comme l'intelligence artificielle et de faire partir également des innovations du monde de demain. Pour les autorités, il ne s'agit plus d'une option mais bien d'une nécessité urgente pour permettre aux jeunes de répondre efficacement aux défis de demain. Le recours donc aux outils numériques n'est plus donc un problème de choix, mais il reste donc une nécessité. C'est une nécessité absolue donc de recourir à ces outils pour pouvoir donc percer et mettre en exergue l'économie sociale solidaire qui est actuellement un levier, un catalyseur donc d'un développement inclusif donc et durable. Organisé par Social Impact, le Forum des métiers du numérique et de l'économie sociale et solidaire a réuni à Ziguinchor une jeunesse ambitieuse, prête à s'emparer des outils du numérique pour construire un avenir plus inclusif et solidaire. Revendication sociale à présent, cherté du loyer, accès difficile au logement pour les couches vulnérables. Un mouvement citoyen voit le jour. Il s'agit du collectif des femmes locataires. À l'occasion du lancement, les autorités du pays ont été interpellées à poser une politique forte pour l'accès facile aux logements sociaux pour les Sénégalais. Nous faisons face chaque jour à la hausse des loyers, aux menaces d'expulsion,
à l'insécurité résidentielle, à la difficulté de construire un avenir digne pour nos enfants, beaucoup d'entre nous vivent des années dans des maisons qu'elles ne possèdent pas, malgré les efforts constants pour épargner et améliorer leur situation. Nous lançons un appel solennel aux autorités étatiques, aux ministres compétents et particulièrement aux ministres de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique et des collectivités territoriales pour la mise en place des logements sociaux. Et puis d'autres revendications dans la région de Thiès. Masson Badio, président du mouvement Masla, alerte sur les travaux du canot à ciel ouvert de Nguit. Il interpelle les autorités en ce contexte notamment de début d'hivernage. C'est un problème de nappe, le canal qui était là. Le constat est sans appel. L'eau qui aurait dû suivre un chemin naturel continue de causer des dégâts, mettant en péril des maisons voisines. Avec l'insouciance des enfants qui jouent dans ce canal, la patience de certains qui ont dénoncé l'immobilisme semble aujourd'hui justifiée par la nécessité d'agir rapidement pour éviter une catastrophe humanitaire. Raison pour laquelle, quand je suis arrivé sur les lieux, je me suis arrêté pour que les autres autorités constatent les dégâts et interpellent les dirigeants. Sur ce, nous parlons de finances publiques. Le refus du FMI de signer un nouvel accord avec le Sénégal fragilise l'économie du pays. De l'avis du professeur Mamadou Diao Bari, il signale également l'arrêt de la publication des rapports trimestriels budgétaires depuis 2024, un document essentiel d'après lui. Les perspectives d'un nouvel accord entre le Sénégal et le Fonds monétaire international s'éloignent. L'institution de Bretton Woods a réaffirmé sa position. Aucun décaissement ne sera effectué tant que l'affaire de falsification des données publiques n'aura pas été éclaircie. Pour Mamadou Diao Diallo, docteur en économie, cette décision n'a rien de surprenant. La gravité des révélations issues du gouvernement justifie la prudence du FMI. C'est le gouvernement qui doit s'asseoir avec la Cour des comptes, voir exactement qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce qui n'est pas caché. Vu que c'est 2 000 milliards qui a été caché, on a retrouvé. Ils n'ont qu'à les mettre sur la dette que nous avons, les 13 000 milliards que nous avons, on aura à peu près les 15 000 milliards et c'est fini. Déjà depuis 2024, on n'a pas encore reçu les rapports trimestriels d'exécution budgétaire. Parce que sur les rapports trimestriels d'exécution budgétaire, c'est là où on voyait souvent la dette du Sénégal, la dette parapublique, l'endettement des secteurs parapublics et autres. Mais les conséquences de cette impasse dans la coopération entre le Sénégal et le FMI commencent à se manifester. Selon l'économiste, les fluctuations observées sur les eurobonds sénégalais révèlent une perte de confiance des investisseurs. Vendredi passé, quand vous regardez les taux actuariels du Sénégal sur l'eurobond 2048, par exemple, on passait de 6,75 jusqu'à 12%. Actuellement, ils avoisinent les 12%. Les prix, il y a une décote de 40%. C'est pas bon pour le pays. Et quand on regarde aussi l'eurobond 2028, dont l'échéance de paiement commence en 2025, a eu une décote de 18%. Les taux sont en train de flamber sur le marché locaux que nous sommes là. Chaque jour, on est sur le marché. Vous avez vu, autant le Sénégal levait 50, 30 milliards, 40 milliards. Maintenant, c'est 70 milliards, 196 milliards, 152 milliards. C'est vous montrer le degré de souffrance ou bien le problème de liquidité qu'a déjà le pays. Pour l'expert, l'avenir se jouera dans la prochaine loi de finances rectificative. Parlons à présent de la crise que traverse le secteur des médias depuis notamment l'avènement du nouveau régime entre les dettes fiscales, le non-paiement de l'aide à la presse, entre autres situations. Des concertations entre le gouvernement et les acteurs de la presse sont attendues en vain à quand la sortie de crise au Martiam. Depuis 2024, la presse sénégalaise traverse une véritable asphyxie. Cette situation résulte notamment de l'annulation de l'effacement fiscal dont elle devait bénéficier.
de la résiliation unilatérale des contrats de publicité passés entre l'État et les médias privés sur instruction du Premier ministre en juin 2024, ainsi que du non-paiement des créances dues par l'État aux entreprises de presse. À cela s'ajoute le gel de la subvention publique pourtant inscrite dans la loi de finances 2024. Face à cette accumulation de difficultés, le patronat de la presse a fini par briser le silence. Les réunions que l'on fait, démarches yi ñuy def yépp dañu ko def dañoo nekk benn say di ko def parce que dañu nekk di jànkonteel ak une situation de crise économique aiguë. Pourtant, malgré cette prise de parole, la situation ne cesse de se dégrader. La preuve, l'interdiction de parution de 381 organes de presse par arrêté du ministre de la Communication, sans oublier les arrestations et convocations répétitives de professionnels des médias. Autant de signes d'une fracture profonde entre le nouveau régime et le quatrième pouvoir, au risque de faire vaciller la démocratie. Alors que le président de la République a initié un dialogue dit rénové, les acteurs du secteur appellent désormais à une refonte du code de la presse pour l'adapter aux évolutions technologiques et sociologiques des médias. Un chantier qui, selon eux, ne saurait se faire sans la mise en place d'un organe de régulation à la hauteur des enjeux. Sur ce, l'actualité à l'international, les tensions entre Israël et l'Iran ont franchi un nouveau seuil après une série de bombardements israéliens visant des cibles stratégiques en Iran. Téhéran a répliqué avec une intensité sans précédent. Des salves de missiles ont visé plusieurs grandes villes israéliennes, plongeant le pays dans le chaos et aggravant un bilan humain déjà dramatique. Ce lundi 16 juin 2025, l'Iran a lancé des missiles sur plusieurs grandes villes israéliennes en riposte à des frappes israéliennes massives menées la veille sur Téhéran. Le bilan humain est drastique, plus de 224 morts en Iran, dont de nombreux civils et 24 morts côté israélien, selon les autorités. Des centaines de blessés sont également à déplorer des deux côtés. Alors que la confrontation militaire atteint un niveau inédit, les tensions diplomatiques s'intensifient. Donald Trump s'est dit prêt à laisser Vladimir Poutine jouer les médiateurs, tout en évoquant une possible implication des États-Unis dans le conflit. De son côté, l'Iran refuse toute reprise des négociations nucléaires tant que les frappes israéliennes se poursuivent. L'armée iranienne affirme avoir détruit un tiers des lanceurs de missiles iraniens, mais Téhéran continue de répliquer. Ce brasier régional pourrait avoir des conséquences mondiales, une interruption du trafic dans le détroit d'Ormuz par lequel transite plus de 20% du pétrole mondial ferait grimper les prix de l'énergie, selon des experts. Pendant ce temps, les dirigeants du G7 réunis au Canada tentent d'adopter une position commune sur le conflit, un défi rendu complexe par les dissensions internes et les tensions commerciales provoquées par Washington. Djibril Diallo, les répercussions à l'international se font ressentir. Une flambée des prix du pétrole brut a été enregistrée ce week-end avec une hausse spectaculaire de 4,3% par baril et suscite de profondes inquiétudes. Cette augmentation, la plus forte en une journée depuis mars 2022 selon Reuters. Une situation qui secoue les marchés et rappelle les répercussions du début justement de la guerre en Ukraine, mais aussi place les pays producteurs dans une position stratégique cruciale. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bienvenue à tous. Chasse aux primes sur 37 milliards, un titre de l'Observateur qui met en relief Thierno Alassane Sall qui observe un flou autour de 2 émissions de garantie. Le leader de la République des valeurs, l'ombre d'un scandale à la lumière d'un marché, Arcosonac, le clash administratif du fonds de conflit électrique, développe le journal. De quoi s'agit-il exactement ? Des garanties émises sans paiement de primes répond l'évidence. Le journal affiche à sa une Thierno Alassane Sall et le ministre Cheikh Diba pour illustrer cette affaire dite ASER, AEE Power. Le premier nommé interpelle le second.
Thierno Alassane Sall soupçonne en effet le non-paiement des primes. Selon Direct News, le député confie à nos confrères que la société AEE Power Espagne est attributaire par truchement d'une offre spontanée de marché portant sur l'électrification de plusieurs localités rurales du Sénégal. La suite est largement développée à la page 3 du journal. Un dossier sous haute tension renchérit le quotidien. À la 2e et à la 5e page de sa parution de ce lundi, le journal de Madiambal Diagne s'arrête sur 2 points. D'abord, la question orale du patron de la République des Valeurs au ministre en charge des Finances et du Budget, Cheikh Diba, sur le versement de la prime. Ensuite, la rencontre prochaine entre les responsables de la banque Santander et ceux de AEE Power. Un autre scandale à la une de notre journal, Sénélec cautionne une garantie scandaleuse, titre Libération. Le journal fait état de plus de 2 milliards de francs CFA puisés des comptes de la Sénélec par la NSIA Bank après le non-respect des engagements du Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité. Nos confrères de préciser que le Sénélec avait acté auprès de la dite banque une garantie pour Cauciel en septembre 2020. On est en 2025 et le conflit entre Israël et l'Iran fait rage. Enquête parle d'un péril sur l'ordre mondial. Le journal affirme que l'Occident tente de légitimer l'agression perpétrée par Israël contre l'Iran tout en nous rapportant les propos de Dr Sering Bambagaï. L'expert international est un peu plus clair. Il y a une violation manifeste du droit international par Israël, soutient-il, non sans rajouter que les Nations Unies ne sont plus garantes de l'ordre international. Pendant ce temps, Donald Trump durcit ses mesures anti-émigration, saltant pour les Sénégalais et le Sénégal aux États-Unis, barre Vox Populi à sa une. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères réagit en mettant en garde les Sénégalais d'ici et des États-Unis, informe le journal. Arrestation et placement sous mandat de dépôt de Moustapha Diakhaté pour offense au chef de l'État, une affaire 1000 postures, indique Sud Quotidien. À la 3e page du journal, on y retrouve 2 positions différentes sur le même sujet. Selon Maître Hélène Cissé, conseillère principale des victimes de crimes de guerre du Darfour, cette affaire n'a rien d'une judicarisation de l'espace politique, tandis qu'Alioune Tine d'Africadium Center, pour sa part, trouve cette arrestation injustifiée au regard des services rendus à la nation. Ce que l'on peut justifier, on le retrouve à la une de la Tribune Sport et c'est la reprise des commandes par le Jaraaf après la 27e journée de la Ligue 1 en attendant l'Union sportive de Ouakam. Image à l'appui, les Médinois qui jubilent à la fin du match. Fin également de ce tour d'horizon. Des informations parues dans les journaux de ce lundi 16 juin. Très bonne lecture. Et c'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci. Bonne suite de programme sur la 7 TV.